Chers téléspectateurs de Africa TV, bonjour et bienvenue dans l'actu à l'endroit. Nous avons invité le docteur Claude Bekombo pour discuter avec lui quelques heures, quelques jours après la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde au Qatar, des significations de cette qualification. Mais pour y arriver, nous allons commencer par comprendre l'environnement de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, lui qui a publié sur la question. Nous avons, vous regardez en podcast sur nos émissions sur YouTube, vous verrez bien la dédicace qui a été faite à Alestic. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Africa Je vous TV. en prie, c'est un plaisir de me retrouver auprès de votre chaîne Africa TV pour éclairer la lanterne de vos abonnés et des Camerounais et des Africains sur la marche du sport. Merci vraiment. Merci infiniment d'être là avec nous. Aujourd'hui, on a un environnement autour des Lions indomptables du Cameroun qu'on n'a pas souvent vécu. J'ai envie d'appeler ça, si vous permettez, une réappropriation de l'équipe par les Camerounais. Comment est-ce que vous faites cette lecture-là? C'est une phase de l'évolution de l'équipe nationale de football du Cameroun qui est appréciable. Puisque vous avez parlé du livre sur l'État et l'équipe nationale de football, nous avions analysé effectivement les règles qui organisaient cette équipe nationale et la longue histoire de la constitution, de la création de cette équipe nationale jusqu'à son management aujourd'hui nous démontre qu'il y a une grande propension à l'expatriation, au recours aux ressources extérieures pour la gestion de cette équipe. De Peter Schnittger jusqu'en passant par Valérie Nepomniachtchi et tous les autres, nous voyons qu'en termes statistiques, il y a une grosse marge pour l'expertise externe, à tous les niveaux d'ailleurs. Nous avons eu des moments ici où le directeur technique national était aussi même expatrié. Donc, cette réappropriation, au terme, j'emploie votre terme qui est le terme idoine, à la camerounaise du management de l'équipe nationale, est la conséquence de l'évolution non seulement de notre pays, mais aussi des ressources humaines autour de ces questions-là, puisque nous avons eu la chance d'avoir des Camerounais qui ont pratiqué ce sport au plus haut niveau. Pas un seul. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont pratiqué ce sport au plus haut niveau, qui ont passé des diplômes, qui ont compris qu'il fallait passer des diplômes à tous les niveaux de l'encadrement technique pour pouvoir être opérationnel au niveau mondial. Donc c'est tout à fait logique que la réflexion puisse arriver à ce point. Mais il faut noter, il faut vraiment noter, il faut vraiment insister sur ce point, qu'il y a quand même eu quelque chose d'important avec l'arrivée du président Samuel Eto'o à l'Africa Foot. Et que sa volonté, parce qu'il faut noter, nous sommes tous Camerounais, nous connaissons l'environnement de fonctionnement du Cameroun et on sait très bien que ces choix des entraîneurs expatriés obéissent à des logiques très souvent complexes, dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, sur lesquels nous ne pouvons malheureusement pas en tant que scientifiques revenir ou donner des argumentaires suffisants, mais il y a une trame de fond d'écrit sur ces questions qui démontre clairement qu'il y a beaucoup de processus complexes pour la désignation de ces entraîneurs expatriés, que ça obéit à des logiques qui sont aussi complexes. Il faut donc saluer la détermination du président Samuel Eto'o fils de camerouniser cet encadrement technique, même si on note quand même la sagesse de ne pas entrer dans l'extrême camerounisation, puisqu'il y a des adjoints qui sont expatriés, des préparateurs techniques qui sont expatriés. Donc ça démontre qu'il y a un savant dosage de l'expertise extérieure et de l'expertise nationale. Ce qui est louable pour qu'on en arrive à 100% d'expertise nationale. Il faut prendre du temps. Voilà. Ça démontre que c'est une attitude qui est réfléchie et qui est stratégique. Elle est bien réfléchie. Et ça montre aussi qu'il est temps de faire confiance au Camerounais, à l'expertise camerounaise,
Mais ce qui est salutaire, c'est de voir que c'est un Camerounais, en l'occurrence Samuel Eto'o, qui a cru en l'expertise, qui croit en l'expertise camerounaise et qui la défend. Donc c'est vraiment très louable, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans d'autres domaines de la vie au Cameroun. On le constate très souvent que c'est pas tous les jours que l'expertise camerounaise est respectée, elle est acceptée et elle est valorisée. Et on constate bien que pour certains Camerounais, cet acte de s'approprier la gestion du football au Cameroun a fait revenir vers l'équipe beaucoup de supporters. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne regardaient plus le football et qui veulent voir ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et je profite pour poser la question. Vous qui avez fait les études à l'étranger, Samuel Eto'o qui a un parcours de footballeur à l'étranger, quand on a vécu tout ça, on a ses propres frustrations et on se dit peut-être en fin de carrière, on va essayer de guérir ça lorsqu'on va rentrer chez soi et c'est peut-être la conséquence ou la résultante d'un tel parcours. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que votre question elle est pertinente et elle a en elle-même les germes de la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, le président de la FECAFOOT a un parcours international indéniable. Il a non seulement un parcours en tant que footballeur, mais en tant que manager et en tant que quelqu'un qui a voulu comprendre d'autres cultures, comment d'autres cultures fonctionnent et ainsi de suite. N'oublions pas qu'il a été moulé, comme d'autres, il n'est pas seul, il a été moulé dans cette ambiance de professionnalisme et de compétitivité. Donc, on peut comprendre ces frustrations ou alors ces dissonances avec le système en place dans nos pays. Ce n'est pas seulement le Cameroun, il faut bien intégrer et insister sur le fait que nous ne parlons pas uniquement du Cameroun, mais ce mouvement-là est vécu dans d'autres pays où d'anciens sportifs de haut niveau reviennent pour apporter l'expertise qu'ils ont eu ailleurs. Donc, c'est cela qui guide ces choix forts. Et nous pensons qu'avec le temps, nécessairement, les esprits sont toujours très rétifs au changement au départ. Les plus insoupçonnés, d'ailleurs, sont rétifs au changement au départ. Mais nous pensons qu'avec la pédagogie et avec le temps, nous arriverons à faire confiance aux nôtres, à faire en sorte que l'expertise camerounaise soit aussi appréciée. D'ailleurs, les résultats commencent à tomber petit à petit. Je suis sûr que nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et vous faites bien de dire avec le temps, ça veut dire qu'il faut être patient. Tout à fait, il faut être patient comme avec les autres. Oui. Le problème, c'est qu'au Cameroun, on a la patience avec les expatriés et pas avec les Camerounais. Parce que nous avons cette présomption ou alors nous avons cette faculté à toujours douter des Camerounais, à toujours douter, à toujours chercher les liens de rattachement du Camerounais avec d'autres cercles et à toujours essayer de voir le Camerounais selon son ethnie, sa zone de rattachement ou alors son réseau ou quoi que ce soit. Nous avons toujours cette présomption-là. Nous ne voyons jamais un Camerounais compétent et faire fi de tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette situation où effectivement, vous allez être surpris de voir que quand un Camerounais, on fait confiance à un Camerounais, on se pose plutôt toutes les questions, sauf celle de sa compétence ou de son expertise avérée sur la question. Mais quand c'est un expatrié, les questions de compétence ou d'expertise sont balayées. Elles sont acquises. Voilà, elles sont même balayées d'un revers de la main, même quand il ne l'est pas. Elles sont balayées parce que, voilà, ça obéit à des logiques très complexes sur lesquelles, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère ne pas m'appesantir. Très complexe, et justement parce que nous entretenons ce complexe, comme quoi l'étranger, l'expatrié, celui qui a l'autre couleur, serait supérieur. Bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que sa compétence semble acquise. On pense que parce qu'il a la couleur, il est forcément... Revenons-en à la qualification. Les Lions sont qualifiés pour la Coupe du Monde et c'est tant mieux. Comment est-ce que vous avez senti la perception au niveau du Cameroun et de l'Afrique? Je pense qu'au niveau du Cameroun, c'était une grande surprise au vu du match aller et au vu de la prestation. Ce n'est pas le résultat. Je ne pense pas que c'est le résultat qui a plongé les Camerounais et peut-être ceux qui supportent le Cameroun partout dans le monde dans
le défaitisme ou alors dans la crainte. Mais c'est plutôt la copie, le résultat, la manière de jouer, la manière avec laquelle le match s'est passé. On a justement senti une équipe perdue, une équipe... Mais je pense qu'il y a... c'était, avec le recul, c'était normal que cette équipe qui était dans la phase des comportements anciens, que cette équipe continue l'effet Conceição, c'est-à-dire que joue de la manière avec laquelle l'ancien coach a placé l'équipe. Et on a vu effectivement des réminiscences de l'ancien système. Voilà. Donc, tout le monde était dubitatif qu'un esprit pouvait naître ou alors il pouvait avoir un changement dans l'esprit des joueurs. La gloire revient, quoi qu'on en dise, au manager général Igor Besson, qui a pu transmettre un message. Et peu de temps d'ailleurs. Les joueurs n'avaient pas le choix, puisqu'effectivement, soit ils continuaient l'ancien système et se cassaient la gueule comme au premier match, désolé de l'expression, soit ils suivaient ce que le nouveau manager général avait à leur dire. Et on a vu sur le terrain, effectivement, tous les joueurs avoir un autre état d'esprit. Et on a retrouvé dans chacun de nos joueurs l'état d'esprit du manager général quand il était joueur. Donc, ce qu'on appelle l'OMLE, voilà, le fighting spirit, voilà, l'esprit lion, voilà, tous ces termes-là renvoient à la même chose, à cette combativité du Camerounais, pas seulement du Lions indomptables, mais du Camerounais illustré par le comportement du Lions indomptables. On a reconnu l'équipe. Et même quand les Lions jouent de cette façon et qu'ils perdent des matchs, vous ne voyez pas les Camerounais qui sont pas satisfaits. Ils savent qu'ils ont tout donné, comme en 2008, d'ailleurs, une finale contre l'Égypte. Je pense que tout le monde avait su, non, on a tout donné, voilà. Donc, je pense que c'est très important, cette perception au niveau international. Justement, vous voyez, les médias internationaux ne s'attendaient nécessairement pas à une victoire du Cameroun. Tout le monde avait déjà enterré les Lions indomptables, donc c'est une surprise dans l'espace international, dans les médias internationaux. Vous voyez très bien le traitement qui est fait par la presse internationale. La surprise, on s'attarde plus sur le fait que c'est les Algériens qui ont perdu, au lieu de dire que les éléments de langage vous font comprendre clairement que la victoire du Cameroun n'était pas attendue, puisqu'on dit que c'est les Algériens qui ont perdu. On voit plutôt le drame que ça a causé en Algérie. On parle plutôt du coach Belmadi. On parle de tout, sauf du Cameroun, la victoire du Cameroun. Ça vous démontre clairement que dans l'espace international, cette victoire n'était pas attendue. Et qu'effectivement, c'est une grosse surprise pour tout le monde. Et c'est tant mieux pour nous. Et maintenant, nous sommes en route pour le Qatar, tel que nous avons intitulé notre émission. Que faire? Préparer la compétition. Je pense qu'il y a quelques mois, c'est au mois de décembre, il me semble. Je parle de la compétition. Mois de décembre, oui, novembre-décembre. Novembre-décembre, il y a quelques 2022. mois. Vous préparez. Quelle lecture faites-vous? Quelle suggestion pour la FECAFOOT? Alors, la lecture que je peux faire, c'est que le staff a désormais un petit temps devant lui pour préparer cette compétition. Nécessairement, on ne va pas s'attendre à une révolution, puisqu'il y a, c'est avec le noyau de joueurs actuels qui a fait cette campagne de qualification que le manager général et l'équipe technique actuelle va nécessairement à 80-90% se retrouver, sauf blessure ou cas fortuit, vont se retrouver en novembre-décembre au Qatar. Alors, il sera question pour lui d'essayer 10 à 10-20% de trouver des éléments qui peuvent apporter quelque chose et de penser un système de jeu face à une adversité un peu plus relevée que ce que les campagnes de qualification peuvent poser en Afrique. Oui. Voilà. Donc, voilà le chantier. Alors, il est entouré, il est question de préparer des stages, des matchs amicaux, d'avoir un plan de préparation de l'équipe qui sera validé par la FECAFOOT et qui permettra à l'encadrement technique d'avoir une bonne vision du système de jeu qu'ils vont mettre en place. Est-ce qu'ils vont avoir un système de jeu unique contre tous les adversaires? Est-ce qu'ils vont avoir des systèmes de jeu tenant compte des adversaires? Ça sera à l'encadrement technique de trouver ces réponses. Maintenant, en marge de cela, oui, on peut avoir un débat sur les joueurs qu'on va ajouter ou qu'on peut enlever, mais il revient à l'encadrement technique de savoir ce qu'il va faire avec l'équipe. Et à mon sens, et je pense que dans la perception de la FECAFOOT, c'est une compétition
j'ai suivi les ambitions. C'est une compétition où ils vont avec beaucoup d'ambition. Il faudra donc être sérieux dans la préparation et dans la stratégie de préparation par le coach. Aussi, au niveau de la FECAFOOT et de l'État, en ce qui concerne la gouvernance et le management, il faudra vraiment faire tout pour que nous ne retombions plus dans les démons du passé qui ont failli nous causer un préjudice pour le match d'Alger. Je pense qu'on ne revient pas sur tout ce qui s'est passé autour, du retard de l'avion, des questions de mœurs. Bref, il faudra qu'au niveau de la FECAFOOT, qu'il y ait plus de discipline. Qu'il y ait plus de discipline et que l'État, j'insiste, se mette à sa place pour une fois. Qu'on ne voit pas que cette Coupe du Monde soit comme la dernière, à laquelle nous avons participé en 2014, je pense. La dernière à laquelle nous avons participé en 2014, c'est un fiasco total, avec des délégations pléthoriques du ministère. Enfin, on se retrouvait avec des réunions en n'en pas fini. Je veux croire que, pour une fois, les autorités camerounaises vont rester à leur place de tutelle et laisseront la fédération et l'équipe faire ce qu'ils ont à faire. Dans le match qui a eu lieu à Blida, je pense que nous avons vu le président de la FECAFOOT, c'est l'ambassadeur qui était tout autour, l'ambassadeur du Cameroun, Comidon Djemoulou, qui était tout autour, et c'était la FECAFOOT et l'équipe. Oui. Je ne pense pas que ça a donné un mauvais résultat. Il faut qu'on arrête de transformer la participation à la Coupe du Monde comme un événement bureaucratique où il faudra des représentants du ministère des Sports, du Premier ministère, du SPM et ainsi de suite qui vont aller en mission, qui vont aller faire des réunions. Non, je le dis sincèrement, puisque tous les livres, nous avons, Jean-Bruno Tagne l'a écrit dans ses livres, nous avons nous-mêmes produit un livre sur l'équipe nationale où nous avons clairement dit qu'il est temps que la fédération soit responsabilisée. Je pense que cette qualification fait entrer dans la cagnotte de la FECAFOOT des montants importants pour une période de 4 ans et ça permet qu'on soit éligible à des projets de la FIFA. Donc, l'État doit vraiment garder sa place de tutelle et matériellement dans l'organisation, éviter de se retrouver dans les mêmes situations qu'avant. Nous ne disons pas qu'il ne doit pas avoir de délégation officielle. Il doit y avoir de délégation officielle, mais la délégation ne doit pas être pléthorique. La délégation ne doit pas être pléthorique. Il y a au Qatar, il y a un consulat, une ambassade du Cameroun qui peut organiser un certain nombre de choses là-bas, sur place. On peut organiser des charters ici sur place. On peut faire une organisation où chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, je ne sais pas, je vous le dis sincèrement, à quoi servent des réunions administratives du ministre ou des ministres avant les matchs et ainsi de suite, pendant des compétitions. Je ne pense pas que s'il y a des décisions administratives à prendre, on prend la décision. S'il y a des réunions à faire, la fédération peut faire la réunion. Le ministre peut faire une réunion globale. Mais lire dans beaucoup de travaux qu'il y a des réunions, presque un soir sur deux, pendant les compétitions, c'est des habitudes. Il faut changer l'habitus managérial autour. Il faut vraiment changer. Espérons qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la fédération camerounaise, les choses vont être différentes. Et que les choses seront différentes de ce côté-là, surtout. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on en arrive à ce point. Maintenant, sur le plan général au niveau africain, quand vous regardez les équipes qui ont été qualifiées, vous envisagez quand même quelque chose pour l'Afrique? Oui, c'est formidable de voir que ces 5 pays qualifiés, nous avons 4 entraîneurs qui sont des nationaux. Oui. C'est un message fort pour les autres fédérations qui hésitent encore. C'est un message très fort. C'est-à-dire qu'il y a une expertise avérée pour les nationaux. D'ailleurs, que la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est tenue au Cameroun, a été gagnée par le Sénégal, qui a comme entraîneur Aliou Cissé, un Sénégalais. Oui. Donc là, il n'y a plus de droit d'hésiter ou quoi que ce soit. Qui est là depuis quand même quelques années. Qui est là depuis quelques années. Qui a fait son expérience, qui a eu ses échecs. Tout à fait. Aujourd'hui commence à... Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé tout à l'heure de patience. Oui. Peu importe le résultat qu'il y aura à la Coupe du Monde au Qatar, du Cameroun, il faudra être patient. Il faut que Rigobert, le manager général, soit là pour 4 ans au minimum. Oui. Après, dans 4 ans, on fera les bilans de ce qu'il a en termes de résultats. Mais il faut vraiment le laisser travailler sur la durée. On a laissé travailler à lui aussi, c'est sur la durée. Le Sénégal récolte aujourd'hui une Coupe d'Afrique et une qualification pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas ce qu'on demanderait à un expatrié qu'il n'a pas fait, qu'il l'a fait. Et je pense qu'il faudrait
au-delà de ces 4 entraîneurs, que ces entraîneurs soient des étalons désormais en Afrique. Moi, j'aimerais bien, je rêve d'Aliou Cissé qui s'arrête avec le Sénégal et qui est coach de la Côte d'Ivoire, coach du Togo, coach du Maroc, coach du Cameroun, coach d'autres pays. Ou de Rigobert Song qui a qualifié le Cameroun, qui va à la Coupe du Monde, qui gagne une CAN, qui se retrouve coach de l'Afrique du Sud et des autres pays. Voilà, je rêve de cette Afrique-là, cette Afrique de Cheikh Anta Diop qui n'a pas de complexe, voilà, et qui a un marché de ces intelligences. Ce marché de l'intelligence africaine doit se construire. Même dans le sport, il doit se construire. Il ne faut pas simplement, et c'est donc une invitation pour les experts africains, de ne pas simplement vouloir prendre l'équipe de leur pays. Ils peuvent faire voilà, leur expertise ailleurs, même en club. Ailleurs, ça se voit déjà avec Florent Ibenge et tous les autres entraîneurs de qualité qui voyagent, qui sont dans notre pays, en dehors de leur pays. Ça, c'est la première chose. Maintenant, au niveau du jeu, il va nécessairement falloir, pour certains pays, essayer de trouver des solutions pour faire face à l'adversité, parce que nécessairement, quand on est à la Coupe du Monde, le niveau de compétitivité augmente. Il va donc falloir à ces pays d'avoir un bon programme de préparation. Tous les pays doivent avoir un bon programme de préparation et d'avoir une stratégie assez claire pour participer à cette Coupe du Monde-là. Donc, espérons que et au-delà de la stratégie et de la préparation, il faut aussi que les équipes africaines se décomplexent. Nous avons, vous et moi, je pense, dans une émission, analysé le jeu qui a été produit pendant la Coupe d'Afrique des Nations et nous avions conclu que ce jeu s'européanise. Donc, on joue bloc bas, on attend, on procède par contre-attaque. Donc, la magie, le petit folklore africain, le petit dribble en excès n'existe plus. On a complètement... La preuve qu'effectivement, les techniciens européens ont mis leurs pattes sur le jeu des équipes nationales africaines. Espérons qu'avec l'arrivée des Africains, des nationaux, il y aura qu'ils vont laisser la place à cette petite fantaisie africaine-là qu'on a vue avec le Nigeria aux Jeux Olympiques en 1996, le Cameroun aux Jeux Olympiques en 2000 et nos différentes participations à la Coupe du Monde où Cameroun-Argentine, le Cameroun a joué. Assez décomplexé après une première mi-temps, c'est décomplexé pour montrer comment est-ce que, voilà, nous, les Camerounais, on joue le Sénégal en 2002, où vraiment c'était le jeu des Africains avec beaucoup d'audace, beaucoup de rythme. Les Africains, le jeu, ce n'est pas pour venir défendre, c'est pas pour jouer bloc bas, pour jouer tactique. Or, toutes les équipes jouent déjà tactique. Espérons que cette Coupe du Monde va permettre à ces pays-là de s'exprimer, d'avoir une mentalité. Je suis d'accord avec le discours du président Samuel Eto'o à la fin du match, d'avoir la mentalité d'aller faire quelque chose. Parce que ouais, le Portugal sort des barrages de l'Europe, mais le coach portugais a clairement dit qu'ils sont candidats à la victoire à la Coupe du Monde. Pourtant, ils ne sont pas sortis en poule. Ils sont sortis des barrages. Et, le coach dit qu'ils sont candidats. Alors pourquoi pas comme soutenir la posture du président Samuel Eto'o disant que vous allez à la Coupe du Monde pour faire quelque chose, pour dépasser le quart de finale au moins qu'on a eu en 1990. C'est un challenge acceptable. Il faut que ces équipes africaines aillent avec ce challenge. Il ne faut plus qu'ils arrêtent d'aller en Coupe du Monde en se disant voilà, l'essentiel c'est que j'ai participé à une Coupe du Monde. Non, il faut aller dans la logique de compétitivité. Gagner la Coupe du Monde. On peut quand même regretter, rentrer un peu dans une petite subjectivité, l'élimination du Nigeria. Oui, on a vu quand même un jeu explosif. Tout à fait. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, que le Nigeria soit éliminé, c'est peut-être pas une bonne chose pour notre Afrique. Tout à fait. Le Nigeria, l'élimination du Nigeria, de l'Algérie même aussi, qui est une bonne équipe, qui a fait de bons résultats lors de la dernière Coupe du Monde d'ailleurs. Donc, qui était une équipe attendue, mais sur le tapis, un autre problème. C'est le problème du nombre de places de l'Afrique à la Coupe du Monde. Parce que, je suis désolé, mais 5 places, ça reste toujours insuffisant. Vu le niveau de développement du football africain, 5 places, ça reste insuffisant. Je pense que nous l'avons déjà dit dans d'autres émissions. Il faut nécessairement que la FIFA travaille sur cet aspect. Je pense que si nous avions eu 7 à 8 places, ce qui ne serait pas un scandale, le Nigeria serait sûrement qualifié, l'Algérie serait qualifiée, et peut-être la Côte d'Ivoire serait aussi qualifiée, qui a livré un bon match contre la France. Pourtant,
tout le monde s'est étonné de voir que cette Côte d'Ivoire Mais était là, éliminée par le Cameroun. on attend que peut-être que l'Afrique joue une demi-finale de Coupe du Monde. Je ne... Parce que si mes souvenirs sont exacts, c'est après le bon jeu, après 90, que le chiffre a commencé à augmenter, le nombre de participants. Oui, mais c'est les indices FIFA, et la politique sportive qui fait en sorte qu'on attribue les places. Oui. Oui, l'Europe est le headland du football du monde, mais ça ne justifie pas tant de prépondérance des équipes européennes sur d'autres pays. L'Afrique, l'Europe, je ne suis pas sûr qu'on a une vingtaine de pays. Je ne suis pas certain qu'on atteigne une vingtaine de pays, mais l'Afrique, c'est 54 pays. Voilà, c'est énorme. Alors, vous ne pouvez pas avoir pour une vingtaine de pays plus de 12 qualifiés et pour une cinquantaine de pays, 5 qualifiés. Le ratio n'est pas bon. Et je pense que le projet Platini, d'ailleurs, était dans la logique d'augmenter la représentativité, même si le débat sur l'augmentation de la représentativité est édulcoré par la qualité. Nous l'avons vu lors de l'Euro, puisque c'était plus large, 32. Nous avons vu qu'il y avait des matchs où c'était nécessairement plus... mais n'est-ce pas justement ça la Coupe du Monde, qu'effectivement, tous les pays participent. C'est une Coupe du Monde. Donc, si on peut le comprendre sur l'Euro ou la CAN ou la Copa Libertadores, qu'on privilégie la qualité, la compétitivité, lors de la Coupe du Monde, ça ne doit pas être cette logique qui doit prévaloir. Ça doit être une logique de faire en sorte que ce soit la Coupe du Monde où il y a une participation élargie et compter sur le niveau de compétitivité dans les différentes régions. Je pense que c'est cela que le problème de l'élimination du Nigeria pose. C'est qu'il n'y avait que 5 places. Et nécessairement, il y a quelques équipes de qualité qui devaient rester sur le carreau. Mais ça pose plus l'urgence d'améliorer le nombre d'équipes africaines. 5, c'est extrêmement petit sur 54. Le ratio doit être à 8, 10 par là. Quand on est qualifié pour la Coupe du Monde, comme c'est le cas, par exemple, socialement, sur le plan national, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Alors, ça rapporte une cagnotte, prime de qualification, qui aussi, en francs CFA, dans 3,5-4 milliards pour la fédération, pour le développement du football. Ça permet à la fédération de pouvoir s'affilier à des programmes de la FIFA. Le programme actuel qui est FIFA Protect va faire en sorte que un montant de presque 2 milliards de dollars soit partagé par tous les pays. Donc on se retrouve avec quelque chose comme 8 à 3 milliards pour les 4 prochaines années. Donc pour le développement du football, c'est bien d'être parmi les pays qui participent à la Coupe du Monde. Maintenant, au niveau du tourisme, effectivement, il y a des gens qui vont s'intéresser à partir du Cameroun pour aller à la Coupe du Monde. Donc les compagnies nationales, les tours opérateurs nationaux peuvent travailler sur ces questions-là. Il y a aussi qu'effectivement une participation à la Coupe du Monde en termes de visibilité de l'État permet que le Cameroun puisse organiser autour de cette question-là, dans une stratégie diplomatique, une action permettant de vendre le pays à l'extérieur. Donc il faut dès à présent que l'État camerounais prenne attache avec les instances, les postes diplomatiques du Cameroun dans cette zone pour voir quelle est la stratégie de visibilité du Cameroun lors de cette Coupe du Monde pour attirer les investisseurs. Parce que le sport n'est qu'une vitrine qui permet à l'économie de fonctionner. Donc il faut avoir, à travers le sport, des partenariats peuvent se nouer pour d'autres questions sociales. Donc, c'est-à-dire la stratégie, la géopolitique de l'État. C'est ce que vous dites, la Coupe du Monde ne peut apporter quelque chose à l'État ou à la société que parce que l'État lui-même développe une stratégie géopolitique autour de la participation à la Coupe du Monde. Si l'État est passif et ne prend la participation à la Coupe du Monde que comme un événement sportif, les retombées ne vont pas se faire sentir. Mais si l'État est actif et proactif et qu'à partir de maintenant se dit, voilà, on peut organiser des sessions, parce que dès septembre, il y aura déjà des stands tout autour de cette Coupe du Monde au Qatar. Et vous savez très bien que c'est l'occasion d'ailleurs, parce que le Qatar fait de sa Coupe du Monde un produit économique. Donc les pays qualifiés, surtout nos pays,
qui veulent de la visibilité peuvent entrer dans le package de cette organisation économique que le Qatar veut, avec les sommes colossales qui sont dépensées pour la construction des stades et des événements. D'ailleurs, il y a des conférences et des colloques qui seront organisés dans les prochains mois par rapport à tout cela. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite.